Je connais le prof Kabouya parce que nous partageons ensemble nos échanges depuis plus de 30 ans. Et il demeure un classique. Un classique tout craint, si je peux dire ça ici. Au point que c'est peut-être, à mon avis, je ne dirais pas difficile, mais il faut aussi sortir de ce que nous considérons comme des acquis, qui sont des vrais acquis. Sortir un peu de là, voir un peu du côté de ce modèle alternatif et comment peut-on, surtout pour les étudiants doctorants qui veulent aller aussi à l'extérieur, parachever leurs études ou leurs thèses, parce qu'ils vont trouver ces questions-là, même dans les 15 universités et facultés qu'ils ont citées dans l'ouvrage, considérées comme étant les meilleures du point de vue macroéconomie. J'ai vérifié un peu, j'ai trouvé que dans ces facultés-là, dans ces grandes universités, il y a des voies divergentes. Mais toutes les choses changent, et c'est pas la confrontation que ça change. Oh, rassurez-vous, je ne serai pas long. Oui, à la sortant de la thèse du Premier ministre honoraire Matata, un collègue au professeur venant des États-Unis, avec un de ses collègues, bon, j'oublie le nom, ont publié un grand ouvrage intitulé Puissance, impuissance. Il tentait d'expliquer par l'histoire pourquoi certains pays se développent et pourquoi d'autres ne se développent pas. Et l'explication ou l'hypothèse de base de cet ouvrage était que tout pouvait s'expliquer par la qualité des institutions. Et moi je pense qu'ils ont profondément raison, même si la macro n'a pas encore intégré la qualité des institutions dans ce modèle d'équilibre général et dynamique. Bon. Alors, je pense que la question posée tout à l'heure sur la BIAC met aussi l'accent sur le fait que les institutions de supervision, de régulation du système bancaire ont failli à leur tâche. En même temps que les institutions et la gouvernance aussi. Bon, même si je m'excuse de parler ainsi à la présence de quelqu'un de la Banque mondiale, mais enfin, même si la gouvernance est devenue un peu, enfin je ne dis pas qu'un concept passe partout pour expliquer les malheurs et bonheurs des pays qui mal gouvernent ou bien gouvernent. Mais je pense que la qualité des institutions est d'une importance capitale, parce que c'est par cette qualité-là que même, pour voir quel modèle dans tel type d'institution passe ou pas. Et chez nous, nous sommes entre nous bien sûr, je pense que c'est la médiocrité de nos institutions qui explique, je ne dirais pas l'aggravation de nos problèmes, mais qui explique en grande partie pourquoi, comme vous l'avez dit là, nous en sommes aujourd'hui là. Bon. Le prof a effleuré un peu le problème des élections qui vont venir. Mais un investisseur qui ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain, par exemple le lendemain du 23 décembre, voire même avant le 23 décembre. Mais comment voulez-vous qu'ils prennent le risque de venir investir ou risquer son argent, parce que le risque politique à ce moment-là est trop élevé. Je parle même je reviens pas à la BIAC. Bon, il y a une pour reprendre à la BIAC. Pour reprendre à la BIAC, ce qui correspondait plutôt enfin non seulement des Congolais, mais disons au dépôt de déposants. Je peux étudier cette autonomie. Le premier combat peut-être pour nos pays, je ne parle pas seulement de notre pays, mais
de la plupart des pays de l'Afrique noire ici, j'ai l'impression que la nouvelle malédiction qui pèse sur nos pays, c'est ce problème des institutions. Et tant que nous n'aurons peut-être pas trouvé des solutions idoines à ce problème-là, je pense que nous avons tous intérêt à lire cet ouvrage, la thèse de l'ancien Premier ministre Matat. Il devait être lu enfin. C'est une recommandation. Tous nos chefs d'État, tous nos premiers ministres, tous nos ministres et tous nos gouvernements. Parce qu'il est d'une portée générale et les leçons qu'on peut en tirer, c'est que sans le leadership de qualité et sans les institutions de qualité aussi, je pense que nous attendrons longtemps le développement. Enfin, et là, je suis d'accord avec vous, mais nous ne devons pas être timorés. Nous sommes des scientifiques, entre guillemets. Merci beaucoup. Je me sens vraiment très fier d'assister à ce moment de partage intellectuel. Comme le professeur Chouza l'a souligné, effectivement, il y a eu le professeur James Robinson qui, en fait, défend le fait que la qualité des institutions peut engendrer des externalités positives en termes d'amélioration des conditions de vie de population. Mais entre-temps, il y a aussi un autre débat qui, pour certains, il faudra justement essayer d'investir davantage dans le capital humain pour pouvoir impacter sur l'amélioration des conditions de vie, de notre cadre de vie. Alors, où est-ce que vous situez, M. Mabaya? Peut-on ou pas combiner les deux approches pour produire un résultat? Et la deuxième question, peut-on effectivement affirmer et confirmer avec vous que le fait d'investir, parce que vous l'avez bien conclu, en disant ceci, l'amélioration de la qualité institutionnelle engendre, n'est-ce pas, des coûts à court terme et des avantages à long terme. Peut-on aujourd'hui dire que nos pays du Sud, qui sont dans une forme de rétention, tirés vers les bas, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté de devoir changer les choses? C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de coûts, il faut investir aujourd'hui, il faut des sacrifices aujourd'hui, parce que demain les générations futures vont bénéficier. On n'est pas dans une forme de carcan, on est retenu, on dit, bah, écoutez, on est là, il faut rester, il faut nous, plutôt que de voir les longs termes, parce que je me dis, effectivement, la société peut véritablement changer, avancer, lorsque on a à l'esprit qu'on peut facilement partir, mourir, je veux dire, et laisser un héritage, et celui qui viendra pourra bâtir sur cet héritage, et de cette manière, on peut arriver à former un État fort. Merci. Est-ce qu'elle a lieu d'avoir, ou même d'être pensée dans notre pays? Merci, prof, pour nous avoir appelé cet ouvrage de James Robinson et Acemoglu, Why Nations Fail. Vous avez terminé par, pour moi, un concept fort. On parle de la malédiction des ressources, en général. Ça, c'est un concept connu, qui serait l'une des explications causales, n'est-ce pas, du cercle vicieux de notre sous-développement. Mais sur le plan institutionnel, je trouve ça intéressant, la malédiction des institutions. Ça me rappelle un sociologue américain qui a écrit il y a quelques années, les années 2000, La malédiction de l'État-nation. Il s'appelle Basil Davidson. Oui. En vertu, en fait, de ce que les sociologues, politicologues ou même les économistes appellent, enfin, les économistes parlent de rendement croissant, mais appliqué à la sociologie, les sociologues parlent de la dépendance au sentier. Nous répétons les institutions, où les institutions s'auto-entretiennent par des mécanismes simples. C'est que les règles développent des rendements croissants, c'est vrai en termes économiques, mais également en termes de pouvoir. Et c'est pas évident de... Il ne faut pas demander
Une société, c'est extrêmement rare dans l'analyse historique des nations de voir une société qui change d'elle-même. En général, les véritables changements sont un peu, j'allais dire, en tout cas bougent. Même sur le terrain économique, la destruction créatrice, justement quand je lis l'ouvrage de Acemoglu et James Robinson, il démontre comment simplement l'innovation technologique, la machine à vapeur, la machine à tisser, elle a tué des métiers. Elle a tué des métiers. La destruction créatrice. On a détruit, mais elle a créé. Et Justin Lin le répète exactement en disant tout changement entraîne à court terme d'écoute. Maintenant, il faut être capable, comme le disait le prof, il faut être courageux. Il faut être capable de voir, comme disait le prof, sur le long terme. Cela ne se fait pas de soi, il y a toujours des résistances dans un changement, dans une dynamique de changement, il y a toujours des résistances. Maintenant, je pense que, d'où pour moi l'importance justement de faire appel à l'économie politique parce qu'elle permet justement d'aller au-delà du formel et du visible. En tout cas, merci prof pour la malédiction des institutions parce que j'aime bien dans des échanges comme cela rappeler par exemple d'où nous viennent nos règles. On parle des élections par exemple. Ce sont des institutions certes, mais on oublie que lors de la naissance de nos États, je parle de encore une fois, en vertu de la dépendance au sentier, pour expliquer cette notion, c'est le clavier. QWERTY ou AZERTY. Au départ, c'était des machines à écrire à ruban, et donc le clavier avait été conçu pour éviter éviter que sur des lettres très très proches que les lamelles ne s'entrechoquent. Mais après, c'est devenu en fait, voilà, comment dire, c'est tellement ancré qu'aujourd'hui, tout le monde utilise un clavier QWERTY ou AZERTY. Mais on ne s'interroge plus sur en fait l'ergonomie même du clavier. On s'en interroge plus. Il y a eu des tentatives d'invention de claviers beaucoup plus ergonomiques, mais qui n'ont pas marché parce que nous avons été conditionnés, et c'est pareil pour les langues par exemple. Nous parlons français dans cette salle, mais il y a un demi-siècle, aucun de nos parents, enfin un demi-siècle, peut-être un peu plus, ne s'exprimait en langue française. Pour ceux de nos communautés qui étaient à la frontière, ils pratiquaient tous les mêmes langues. Ça veut dire que, pour revenir à la destruction créatrice, à l'innovation institutionnelle, je pense, comme dit le prof, il faut que nous soyons audacieux. Et la science, elle évolue comme ça. Elle évolue par audace. Comme j'aime bien Francis Bacon qui dit qu'on doit s'affranchir des idoles. Les idoles de la place publique, les idoles de la tribu. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de panacée. Mais si nous voulons changer nos règles institutionnelles, et prof, le cas de la BIAC, oui, ça pourrait être un terrain de recherche. Quelles sont les incitations réelles derrière? Parce qu'il y a des incitations de pouvoir, mais il y a des incitations économiques aussi, qui n'apparaissent pas toujours a priori. Et j'aime bien revenir sur un terrain que je connais, la réforme de l'administration publique. Tiens, une innovation, par exemple, la bancarisation. En tout cas, dans notre contexte, la bancarisation de la paye. Ça a été révélé, peut-être, c'était une initiative, mais cette innovation institutionnelle a permis ce que d'aucuns appellent l'effet de dotation. Et en fait, c'est un changement de paradigme. Par effet de dotation, le fonctionnaire s'est senti renforcé. Et voilà, je pense que c'est important de creuser et d'imaginer. Moi, je dis en tout cas aux profs, j'encourage, bonne chance pour les nouvelles perspectives, en tout cas, de recherche en macroéconomie. Et moi, je dirais, est-ce qu'il faut être chercheur? Nos compatriotes nous indexent un peu du doigt. C'est que, on peut se le dire, jusque-là, il semble que la science que nous maîtrisons du bout des doigts, et c'est pour revenir sur une interrogation extrêmement pertinente que vous avez faite, prof, comment voulez-vous inciter aux études déjà? Quel modèle de société, quel modèle d'individu donnons-nous à nos jeunes quand ils ne voient pas de perspective dans la recherche, mais même dans la science elle-même, la science maîtrisée.
il vaut mieux être aujourd'hui footballeur pour voilà, s'en sortir et avoir un levier sur sa société que d'être chercheur. Donc, c'est vrai que c'est une interpellation, mais je pense qu'il est important que la science telle que nous la manipulons, qu'elle soit à même d'être utile, d'avoir une utilité pratique et de changer la condition humaine au quotidien. Merci. Il est malheureusement décédé. C'était vraiment un de... Enfin, je ne dirais pas de génie, c'est trop fort. Et il a publié un article. Par cet article, il s'est posé les questions suivantes. Comment se fait-il que plus il y a d'économistes, je dirais même de macroéconomistes comme le prof Kobouy et moi, on lui du côté réel, moi un peu du côté monétaire, plus il y a des économistes, plus l'économie va mal. Plus il y a des médecins, plus le taux de mortalité augmente dans le pays. Plus il y a des ingénieurs, agronomes par exemple, plus le risque de la famine, il y a des pays qui ont connu des famines, sont là. Donc, il montrait un peu